Commencer. Si vous voulez vous asseoir. Il y a encore des gens là-haut qui veulent s'asseoir. Bon, on va commencer pour ne pas être en retard. Tout à fait. Si on a des intervenants qui doivent partir assez tôt. Eh bien, au nom de la rédaction de Libération, je suis heureux de vous accueillir pour ce forum. Je dois d'abord remercier ceux qui ont contribué à sa réussite, parce qu'il y a quand même du monde, donc c'est déjà le début de réussite. Donc Tania Kahn, qui est la rédactrice en chef des forums de Libé, Fabrice Drouzy, Didier Arnaud, qui travaille aussi sur ces suppléments que nous avons faits, que nous avons consacrés au thème de ce forum, et puis Maïté Darnaud, qui travaille aussi pour Libération, qui va rendre compte de tous ces débats, et ça sera publié la semaine prochaine dans le journal, sur 2 pages, et comme on fait d'habitude quand on organise ce genre de cérémonie. Et puis je dois remercier le réseau APA, son président, Denis Thomas, et puis la municipalité de Kingersheim, qui nous a aidés, avec Joe Spiegel, à organiser cette discussion. Elle est donc consacrée à l'entraide, à la solidarité. C'est un sujet qui a l'air comme ça sociétal, social, mais qui a une connotation politique qui est très forte. Si on fait un peu d'histoire, pendant la Révolution française, les révolutionnaires qui avaient renversé le roi et qui avaient fondé la République se sont dit qu'il fallait une devise à la République. Et donc il y en a qui ont dit ça sera la liberté ou la mort. Alors comme c'était la guerre, tout ça, ça se comprenait, mais certains ont dit la mort, peut-être que c'est pas très bien de mettre ça sur les bâtiments publics, c'est un peu dur. Et puis il y a d'autres qui ont dit alors liberté, égalité, ça tournait toujours autour de la liberté et de l'égalité. Puis il y en a un qui a dit non, il faut faire un triptyque. Ce triptyque, ça sera liberté, égalité, fraternité. Le paradoxe veut que ce député s'appela Robespierre. Et il n'était pas forcément très fraternel dans sa manière de gouverner. Mais enfin, finalement, le triptyque de Robespierre s'est imposé, c'est devenu la devise de notre République. Et alors, pourquoi? Parce que, évidemment, la République a fondé effectivement la liberté et l'égalité, en droit en tout cas. Mais Robespierre et les autres ont considéré qu'on risquait d'aboutir à une société où les individus seraient certes libres et égaux, mais isolés, distincts les uns des autres, sans lien affectif. Et que le mouvement des forces économiques ferait qu'ils seraient peut-être conduits ensuite à se jeter les uns contre les autres dans une société, alors on ne disait pas ça à l'époque, mais on le pensait, du chacun pour soi, trop dur, trop cruel, et donc ils ont dit il faut mettre comme devise, comme objectif politique, pas seulement comme un supplément d'âme morale, il faut mettre la fraternité. Et effectivement, quand on regarde le fonctionnement de la société, on évalue, c'est écrit dans Libération, à 19 millions de personnes, le nombre de gens qui sont plus ou moins engagés dans une action associative, dans un réseau d'entraide, et qui, au fond, ont le souci d'autrui. Donc c'est un phénomène massif, et c'est autour de ce phénomène que nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui. Est-ce que ça fonde un projet politique? Comment est-ce qu'on peut résister aux forces du marché qui sont évidemment fondée sur une philosophie tout à fait différente, qui est celle de l'intérêt individuel et non pas de l'entraide? Est-ce que sur le plan anthropologique, sur le plan historique, est-ce que le fait de s'entraider fait partie de la nature humaine finalement, ou bien est-ce que c'est la société qui doit l'imposer, ou au contraire, comme disait Rousseau, c'est la société qui corrompt et donc il faut laisser l'individu libre et il sera naturellement solidaire? On ne sait pas ça. Mais voilà les questions que nous allons poser. Et avant que nous commencions le premier débat, que j'aurai l'honneur de modérer, d'animer, je vais passer la parole au président du réseau APA, Denis Thomas. Merci bien, Monsieur Geoffrin. Je me joins aux mots d'accueil qui viennent d'être prononcés pour vous accueillir ici à Kingersheim, vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons en effet aborder la question de l'entraide. Alors, si le colloque d'aujourd'hui est une première pour le réseau APA de mettre en place
avec l'appui de Libération, un colloque comme celui-ci, je dirais que l'entraide, elle, est déjà en place depuis les années 47, où le réseau a été créé pour répondre aux besoins à l'époque d'une période post-guerre, où il fallait répondre aux besoins minimums, à savoir comment je me chauffe, comment je me nourris, comment je me loge, comment je me soigne. Au fur et à mesure, le réseau APA a apporté cette entraide comme un élément qui est, on a l'habitude de le dire dans le réseau, dans notre ADN. Cet ADN, c'est un réflexe naturel vis-à-vis de toutes les personnes dont nous nous occupons. J'aimerais, avant d'aborder le vif du sujet, me joindre aux remerciements également qui viennent d'être formulés et remercier l'ensemble des organisations qui nous ont permis aujourd'hui de mettre en œuvre, de voir ce forum se mettre en place, à savoir la ville de Kingersheim, la ville de Mulhouse, Mulhouse-Alsace Agglomération, la Fondation Alliance Capsa-Capreca, la Fondation Massif, les journaux Alsace et Dernières Nouvelles, l'AG2R, la Mondiale, la CARSAT, l'Uriops, Grand Est et l'UNA, qui est notre fédération nationale. Ils ont, eux également, fait preuve d'engagement et de solidarité. Tout au long de cette journée, nous allons donc découvrir 4 facettes différentes et complémentaires de cette notion d'entraide, présentée par des écrivains, des écrivaines, des philosophes, des chercheurs, des scientifiques, des artistes, des médecins, des présidents et présidentes du secteur associatif, mais aussi par des ministres et des décideurs politiques. Je les remercie pour leur présence et leur contribution sur cette entraide qui reprend de la vigueur. La période actuelle peut en effet s'analyser comme un passage d'une société des biens à une société du lien. D'un côté, la propriété, la consommation, l'épuisement des ressources naturelles, de l'autre, un monde que nous souhaitons bâtir qui porte haut les valeurs d'usage et de service, le respect de l'environnement, des organisations et des territoires. L'entraide est le principe fondateur de ce nouveau modèle de société, recherché par un nombre croissant de citoyens en quête de sens. Un intervenant, je crois, abordera la thématique de la mort du néolibéralisme, sans que nous sachions que ce néolibéralisme est déjà mort. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont considérables et nous évoquerons tout au long de la journée. Nous ne saurons trouver de solution durable qu'en nous être entraidant. L'entraide est d'ailleurs un marqueur différenciateur fort qui ancre le réseau APA dans l'économie sociale et solidaire. L'entraide n'est cependant pas contraire à la performance économique, car elle contribue à la démultiplier grâce à l'intelligence collective, à la complémentarité des expertises et aux convictions partagées, dans une finalité d'économie circulaire où les résultats sont affectés aux objectifs sociaux et sociétaux. C'est notamment un des aspects que nous prônons au sein du réseau, qui est la recherche des solutions contre l'isolement des personnes fragiles, qui est portée chez nous majoritairement par les bénévoles. L'entraide a pour corollaire le développement du bénévolat au sein de la société. L'entraide est reconnue comme un facteur du bien-vivre, favorisant l'épanouissement personnel, le bien vieillir avec ses effets bénéfiques pour la société. Le réseau APA défend l'idée que les organisations de l'économie sociale et solidaire ont un rôle majeur à jouer dans ces évolutions.
Alors réactivons cet ancien adage, il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Et alors que nous avons ici la possibilité de débattre librement, d'autres ont ailleurs payé ce droit de leur vie. Je vous propose d'avoir une pensée en hommage aux 13 hommes qui cette semaine ont perdu la vie dans ce combat et cet engagement, dont 2 originaires du Haut-Rhin. Que nos réflexions, échanges et orientations puissent contribuer à l'avènement d'une société plus ouverte à l'autre. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes séances de travail. Je vous remercie. Bon, on va commencer avec le premier débat. Donc, merci au président Thomas pour sa péroraison. Mesdames, messieurs, voilà, ils sont très disciplinés, ils viennent comme un seul homme, comme une seule femme. Mettez-vous comme ça. Moi, je vais me mettre sur le côté modestement. Donc, on va discuter de la question de savoir si la solidarité et l'entraide, ça peut déboucher sur un projet politique qui structure, au fond, la société. Et donc, nous sommes avec Cynthia Fleury, qui est philosophe, qui est titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM, qui est le Conservatoire national des arts et métiers. Si je me trompe, vous n'hésitez pas à me corriger. Marianne Monchamp, qui est présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. C'est ça. Et puis vous avez une carrière politique assez riche également. Et puis nous sommes avec Joe Spiegel, qui est le maire de Kingersheim, que vous connaissez, j'imagine, et qui a beaucoup travaillé sur la démocratie participative, n'est-ce pas? Et puis qui est un des fondateurs de cette association qui s'appelle Place Publique. Voilà. Donc il joue un rôle très politique aussi. Et puis nous sommes avec Luc Broussy, qui est président de la filière France Silver Economy. C'est ça, hein? Et qui est un rocker, par ailleurs. C'est vrai, non? Pop, ouais. Comme moi d'ailleurs, mais bon, on en parlera plus tard. Donc si vous le voulez bien, on va organiser ça en 2 parties. Nos amis ont préparé des discours extrêmement brillants et charpentés, et donc ils vont pouvoir comme ça les... Mais non, parce que on n'est pas à BFM, donc je pense que les gens viennent pour écouter des réflexions un peu construites, quoi, pas des petits bouts comme ça avec des questions à toute vitesse. Donc voilà. Donc si vous êtes d'accord, vous parlez quelques minutes, évidemment, pas une demi-heure. D'accord, on fait comme ça, sur le sujet qui est le nôtre. Et je vois que Marianne Monchamp est prête. Donc elle pourrait commencer. Donc je lui passe la parole. Bon, donc si j'ai bien compris, j'y vais. Voilà. Merci, cher Laurent Geoffrin. Merci, monsieur le maire, monsieur le président du réseau APA, mesdames et messieurs. Je suis extrêmement heureuse d'être des vôtres ce matin à Kingersheim pour ces échanges. Tous les autres sont pas obligés de faire la même chose. Hein. Ou alors je peux y aller directement. On mutualise, voilà. Ce sera pour les 4. Très bien. Est-ce une conspiration ou... Bon. Donc ça c'est fait. Je vais donc tenter d'entrer dans le sujet. Tout à l'heure, enfin ça a été dit juste avant moi dans les introductions liminaires et singulièrement la vôtre, Laurent Geoffrin. Cette affaire d'entraide, je crois qu'on pourrait quand même se dire que c'est le fondement de notre sécurité sociale. Il y a eu des accidents du travail, je pense en particulier celui du père d'Ambroise Croizat, hein, qui a entraîné ensuite pour lui cette conviction qu'il fallait, dans une négociation qui à l'époque n'était pas si simple, convaincre le patron de l'entreprise dans laquelle son père avait subi cet accident redoutable qui l'avait laissé, comme on disait alors, invalide, le convaincre, disais-je, qu'il fallait décidément organiser ce qu'était
au fond une entraide. Et c'est plus tard que Pierre Laroque, fort de sa science institutionnelle et de sa capacité à transformer les mouvements spontanés du corps social en institutions, a pu construire les fondements de ce qu'est notre sécurité sociale. La seule chose, c'est qu'au fil du temps, on a un peu perdu le sens de l'affaire. Et qu'à des fins de redistribution, de solvabilisation, tous les gros mots, hein, de recherche d'équilibre macroéconomique, la préoccupation est devenue essentiellement une préoccupation en solvabilisation, ce qui est bien normal. Comment faire autrement ? Mais assise sur des préoccupations qui étaient des préoccupations d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'année après année, les assemblées parlementaires tentent de faire en faisant adopter, au-delà des lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale, avec cette production d'un déficit, puisqu'il s'agit de guichets ouverts, et qu'on peut essayer de guider l'affaire, mais certainement pas de contenir les besoins du dit corps social. Les conséquences de cela, c'est que le mécanisme même de l'entraide, l'esprit de l'entraide, a pu, d'une certaine façon, disparaître au profit d'une logique qui est assurantielle. Alors bien sûr, elle est fondée sur la solidarité nationale, elle est fondée sur la répartition, mais il n'est pas inintéressant de regarder que ce que l'on en voit le plus souvent, ce sont des mécanismes qui sont finalement des mécanismes assurantiels. Et on le voit en particulier dans le champ de l'âge. Quand on va regarder ce qu'est un service d'aide et de soins à domicile ou d'aide et d'accompagnement à domicile, tarifé parfois à 19 € de l'heure, où les personnels doivent sillonner la campagne avec leur propre bagnole pour aller apporter une réponse à une personne qui vit chez elle, alors on voit bien que l'on a pu oublier dans la construction du modèle, dans la chaîne de la valeur, dans la construction économique du dit modèle du service d'aide à domicile, et bien, tout simplement cette fonction présentielle, cette fonction d'entraide qui, évidemment, fait le sens de cet accompagnement de la personne qui avance son âge. Parce que c'est bien d'avoir la vaisselle faite, d'avoir la toilette faite, mais s'il n'y a pas le temps de l'échange et cette capacité pour le personnel d'arbitrer qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus long chez cette dame-là, parce qu'elle a besoin de parler, et que cela, au fond, est pénalisé par le système qui le refuse. On voit bien qu'on crée des tensions qui sont des tensions insupportables et que cela emporte une question extrêmement critique et acerbe de notre propre modèle de protection sociale qui ne tient plus. Je veux citer 2 illustrations. Je vais essayer d'être courte, mais j'ai besoin de les citer. La première, c'est une chose que j'ai découverte il y a bien longtemps, quand je m'occupais de politique du handicap. Ce sont les groupes d'entraide mutuelle. Ces structures que sont les groupes d'entraide mutuelle, ce sont des associations de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui ont découvert que quand elles étaient associées entre elles, librement associées, décidant de leur ordre du jour, de leurs occupations journalières, de leur manière d'aller venir, de leur manière d'accéder à des questions, à des programmes culturels par exemple, leur pathologie psychiatrique devenait moins aiguë. Leur capacité de coopération entre elles créait des vigilances qui prévenaient les rechutes et l'arrivée aux urgences psychiatriques parce que la personne était repartie dans une étape douloureuse de sa pathologie. On n'a jamais très bien compris ce qui se cachait derrière cette histoire de groupe d'entraide mutuelle. On accepte de financer ça, nous on les finance à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais on a toujours l'impression que c'est un truc un peu mystérieux, un peu pas clair. Et il m'est arrivé de croiser quelques médecins qui regardaient ça d'un air un peu, suspicieux, et qui auraient bien aimé remettre des gens en blouse blanche dans le truc. Le problème, c'est que dès que vous remettez dans ces choses-là une personne en blouse blanche, la magie s'arrête. Parce que la personne n'est plus elle-même. Et que la réciprocité de l'entraide ne fonctionne plus. Comment ? Et c'est ça, au fond, le sujet de notre table ronde, en tout cas tel que moi je l'ai compris ou tel que je me le suis approprié. Comment, sans déglinguer totalement les mécanismes de l'entraide, leur trouver une place dans nos approches institutionnelles et politiques ?
Parce que si le tour de passe-passe consiste à dire le système ne peut plus fournir, il n'a plus les moyens, alors on va habilement mettre des bénévoles à la place des professionnels parce que comme ça on résoudra l'équation budgétaire, je pense que c'est une trahison dans l'esprit. En revanche, construire la réponse institutionnelle avec des professionnels, dans des modèles solvables, mais en y intégrant le dynamisme et la dynamique de l'entraide, ça appelle une véritable capacité d'innovation politique et d'innovation institutionnelle. J'aurais terminé en disant que ça passe par quelques ingrédients. Le premier de ces ingrédients, c'est que ces institutions-là ne peuvent se piloter que si les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, sont associées au pilotage de l'institution. Rien sans elles. Rien sans elles. Parce que c'est de la personne que procède, au fond, ce mécanisme d'entraide et de réciprocité. Le deuxième élément, c'est une étroite articulation avec l'endroit où vit la personne, le territoire où elle a choisi d'élire, ou pas choisi d'ailleurs, d'élire domicile, parce que c'est là que ça se joue l'entraide. C'est une affaire de proximité, c'est une affaire de temporalité également. Et évidemment, le troisième étage de la fusée, et ce n'est pas le moindre, c'est de questionner la réforme de l'État. Parce que nos institutions publiques, notre conception de l'État, elle est parfois orthogonale de ces mécanismes, elle les assèche et parfois elle les piétine. Et donc dans nos approches politiques, il est absolument indispensable d'accepter de faire naître des institutions de nouvelle génération qui soient accompagnantes, à l'écoute, bienveillantes, capables de soutenir les innovations que les personnes elles-mêmes peuvent porter. C'est vrai à l'université, c'est vrai dans l'hôpital, c'est vrai dans les sphères politiques, parce que sinon, le principe d'assèchement de l'entraide sera, de mon point de vue, irréversible, alors que nos concitoyens, dans leur pratique du quotidien, ne cessent de le remettre en œuvre. Les chiffres, Monsieur le Président, que vous avez pointé tout à l'heure, sont évidemment tout à fait éloquents pour dire que c'est déjà le choix de nos concitoyens. Voilà un peu en éclairage de nos échanges ce que j'avais envie de vous livrer ce matin. Merci beaucoup. Alors, qui veut poursuivre? Cynthia ou... Oui, je vais y aller. Bonjour à tous. Je vais aller sensiblement dans le même sens avec quatre points. Un premier sur tout à l'heure l'ouverture de Laurent Geoffrin sur la politisation de la question sociale qui est au cœur de nos institutions et qui renvoie à ce qu'on a appelé l'école de Nîmes avec Charles Gide, avec Léon Bourgeois, avec Durkheim, après, ça c'est pas l'école de Nîmes, mais c'est la suite de ça, Renouvier, etc. C'est-à-dire tous ces grands théoriciens du contrat social qui, face aux libéraux qui produisaient aussi une théorisation du contrat social, mais validée par la question de la propriété, eux ont posé précisément le fait qu'en fait, si nous passons contrat, nous ne passons pas contrat, hein, le contrat est tacite, et en fait la justification du tacite du contrat, c'est le solidarisme. C'est que précisément, voilà, pourquoi nous passons contrat? Parce que nous avons besoin absolument de cette solidarité, non seulement de façon très horizontale, mais même de façon avec nos aînés qui nous ont légué quelque chose. C'est la question de la dette particulière qui structure le discours de Renouvier ou d'un Léon Bourgeois. Et donc cette question, tout d'un coup, elle surgit, Troisième République, alors que c'était une non-question politique. Hein. La question sociale était une question philanthropique, religieuse. Voilà. Bon, et donc je dirais que l'un des plus grands héritages de l'état de droit, c'est la politisation de la question sociale. C'est vraiment ça qui constitue, même si c'est quelque chose qui arrive après la naissance formelle de l'état de droit, en fait, c'est son fondement. Et c'est cette chose un peu paradoxale qui n'est pas simple parce qu'on pense que l'état de droit tient tout seul par son formalisme et ça n'a strictement aucun sens. Tu parlais d'assèchement. Voilà, le vitalisme même de l'état de droit est
la légitimité. C'est ça que nous racontent les théoriciens du contrat social, c'est que la légitimité de l'état de droit, son acceptation, voilà, c'est précisément la construction d'une politique solidaire. Donc c'est tout sauf un supplément d'âme. C'est une structuration, c'est une base, c'est une exigence, c'est un horizon. Enfin, donc c'est vrai qu'on est toujours un peu perplexe devant ces dissociations comme ça, formalistes entre état de droit et état social, alors que bien évidemment la vérité de l'état social, la vérité de l'état de droit, c'est l'état social. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est le caractère, c'est vrai, évolutionniste de l'entraide. On a tous une vision, parce que c'est celle qui nous a été souvent transmise, d'un darwinisme réductionniste, je ne sais pas comment appeler ça, alors que même Darwin a toujours validé la vérité évolutionniste de l'entraide, de la coopération, l'adaptabilité. L'adaptation, elle ne fonctionne que par une intelligence relationnelle. Donc oui, la sélection, oui, la compétition, mais les espèces qui perdurent, les espèces qui s'auto-conservent sont celles qui produisent résolument un écosystème d'entraide efficace. Donc je reviendrai sur ça parce que c'est aujourd'hui une des notions qui est un peu devant sur celle altruisme efficace. Bon, mais je dirais un petit mot dans mon dernier point. Donc cette vérité d'autoconservation permise par l'entraide, voilà quelque chose. Nous avons intérêt, oui. Voilà, l'entraide, ce n'est pas qu'une question du don et du contre-don, c'est quelque chose qui renvoie à un besoin vital. Voilà, de la même façon que nous avons besoin, comme il a été dit dans cette introduction, d'air, d'eau, etc., et des services écosystémiques de la nature. La question de l'entraide, elle est absolument déterminante pour notre évolution. Le troisième point, c'est un point plus... Moi, je suis un professeur de philosophie, mais aussi un psychanalyste. Et en tant que psychanalyste, je peux vérifier tout simplement la vérité clinicienne de l'entraide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les individus ne produisent pas des écosystèmes de coopération, de reconnaissance sociale, des sentiments concrets de solidarité, ils tombent malades. Voilà, donc c'est une vérité clinicienne, absolument déterminante. Et donc on protège la santé des individus, la santé mentale, qui est quand même la matrice, quoi qu'on en dise, de la santé physique, parce que je ne parle même pas de la santé physique, mais on protège la santé des individus simplement par le fait de croire en l'entraide. Vous voyez, même pas de pratiquer l'entraide, c'est-à-dire de croire encore que l'entraide est possible, de croire en cette confiance interpersonnelle qui vient structurer les rapports, et on protège sa santé par là. Et bien évidemment, quand on protège la santé des individus, au sens très clinicien du terme, on protège de façon métaphorique la santé démocratique. Donc c'est un grand continuum des soins. Comme le disait Marianne, le fait est que nous avons des sociétés qui rendent invisibles, qui font comme si c'était, encore une fois, un supplément d'âme, alors que ce sont des piliers absolus, ou alors qu'ils les rendent invisibles, ou alors qu'ils les dénigrent, qu'ils les dévalorisent, ou alors, et c'est la même chose, qu'ils les naturalisent. C'est-à-dire que c'est naturel, souvent donc c'est féminisé, parce que c'est naturalisé, c'est féminisé, c'est donc disqualifié. Si c'est naturel, il faut que ce soit gratuit, puisque c'est auto-spontané, ça s'auto-porte, alors que non. On voit très bien que tous les systèmes qui pénètrent dans des économies de survie, dans des économies de rationnement, malgré ce qu'on aimerait croire, ne produisent pas de la solidarité en premier temps. C'est les travaux notamment de Christopher Lasch ou de tous ceux qui ont travaillé sur ces économies de guerre. Bien sûr, de façon ponctuelle, exceptionnelle, il y a toujours des systèmes solidaires, mais la durabilité d'un système solidaire, elle arrive par le fait que le moi, au départ, l'individu n'est pas dans une situation de survie, ce qui paraît logique. Donc il n'est pas ce qu'on appelle un moi minimal. Or, avec cet assèchement que nous produisons sur les êtres humains parce que nous les soumettons à des pressions assez délirantes, des réifications, etc., petit à petit, vous avez un phénomène comme ça qui par survie, qui produit des stratégies de défense, des stratégies de clivage, mais qui ne produit plus
précisément une qualité comme ça, interpersonnelle, qui va venir tout simplement consolider la société. Donc ça, c'est un point essentiel de validation clinicienne. Et puis le dernier point, c'est la question du langage commun. C'est-à-dire que, hélas, vu que tout ce qui renvoie à l'entraide, aux soins, au continuum des soins, au care, tout ça, enfin, voilà, souvent est encore renvoyé à la sphère privée, la sphère de la fraternité au sens non politique, hein, c'est-à-dire la sphère du supplément d'âme de chacun. Donc, il nous faut trouver un langage commun pour rendre durable cela. Et ça, c'est les indicateurs, hélas. Et c'est ce qui a été nommé, quand tu appelais ça la chose énigmatique. Il nous faut aller traverser cette boîte noire. Et ça, les sciences humaines et sociales, voilà, aujourd'hui travaillent à ce qu'on appelle de l'evidence-based humanities, c'est-à-dire le fait qu'il y a des preuves scientifiques, encore une fois, avec des indicateurs, puisque c'est une obligation, encore une fois, de produire du langage commun, voilà, tout simplement pour rendre durable cela. Mais les travaux aujourd'hui des sciences humaines et sociales, tout simplement, montrent le coût économique, le coût psychique, le coût sanitaire, le coût culturel d'une absence de ces protocoles, entre guillemets, collectifs de soins à l'intérieur de la société, à l'intérieur des individus. Et ça, voilà, nous avons vraiment un devoir, je dirais, de fonctionner avec les scientifiques, tous ceux qui portent les politiques publiques, pour tout simplement montrer que, voilà, non, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. On peut le mesurer, on doit le mesurer. Pourquoi ? Parce que dans une crise de la solvabilité, de l'efficacité, de la légitimité de l'État social, c'est aussi par ces indicateurs et ce souci-là qu'on viendra valider cela. Voilà, c'était mes 4 points. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais passer la parole à Monsieur le maire, Joe Spiegel. Merci beaucoup. Je dois dire que ce matin, quand j'ai préparé un petit peu mon intervention, j'ai eu du mal à choisir l'angle par lequel j'allais attaquer la question de l'entraide. Et je dois vous dire qu'au début, je me disais que cette entraide, c'est un sujet un peu gnangnan, un peu boy scout. En réalité, par rapport à l'action qui est la nôtre, humble, modeste, mais déterminée, de rénovation démocratique, de considérer que la démocratie élection doit être enrichie, réenchantée par ce que nous appelons la démocratie construction, je me dis on est au cœur du sujet. Puisque l'entraide, c'est de passer de ce qu'Edgar Morin appelle l'égo-compétition vers l'alter-coopération. C'est-à-dire que profondément, le projet politique, ça doit être un projet d'entraide, c'est-à-dire de mobilisation de la fraternité. C'est un gros mot qu'on n'utilise plus. Moi, je pense que l'utopie qui est la nôtre, c'est la fraternité. C'est une valeur qui ne se délègue pas, qui ne se décrète pas, qui vient du profond de nous-mêmes, qui est entre nous et qui s'ajoute, et bien plus, va plus loin que les réponses institutionnelles sur le plan solidaire. Et l'APA est là pour démontrer, avec ses milliers de bénévoles, combien cette fraternité se joue tous les jours. Et donc, je me permets de relier cette question de l'entraide par rapport à la révolution démocratique que nous devons mettre en œuvre, parce qu'on voit bien que la crise, elle est profonde, elle est sourde, on n'est pas sorti. Et je pense que le risque est grand de voir demain le populisme grandir encore en France. Et la démocratie construction que je revendique, c'est l'antidote à la démagogie et à celles et ceux qui instrumentalisent les peurs. Et donc, dès lors qu'on dit ça, on travaille à un autre rapport à l'agir public, c'est-à-dire de considérer d'abord que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Et dès lors qu'on ne peut se suffire de penser que la politique soit l'affaire de quelques-uns, il faut que la démocratie soit l'affaire de tous. Et donc ça va profondément changer au regard de l'entraide le rapport au pouvoir. Comment passer du pouvoir sûr, dominant, Madame la psychanalyste, vers le pouvoir d'eux. Et je crois qu'on a intérêt tous à réfléchir au sens de notre engagement. Est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est le service? J'avoue que c'est sans doute une approche autant psychanalytique que spirituelle. C'est un combat permanent. Mais ça change aussi le rapport à l'élection. Là où je suis absolument pas d'accord avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ne croient pas aux représentants. Moi, je crois aux représentants. On a toujours besoin de représentants. On a toujours besoin d'élections. Mais je considère aujourd'hui que l'élection n'est plus jamais que le passeport d'une démocratie continue, réelle et effective.
Ce n'est que le passeport. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est élu, il faut travailler la légitimité, d'autres légitimités que la légitimité électorale. Et puis, ça va profondément changer le rôle de l'élu. Il sera évidemment toujours dans la décision, parce qu'il faudra des gens qui tranchent, et donc choisissent, et donc renoncent. C'est l'honneur du politique que de décider. Mais il sera avant tout, avec ses équipes, des animateurs du processus de décision. C'est là où l'entraide va s'épanouir. Il ne sera pas seulement pourvoyeur d'équipements publics, de services publics, il sera le catalyseur du potentiel citoyen, donc le potentiel d'entraide entre les gens. Et puis, quand je disais que l'entraide, c'est un sujet un peu gnangnan, merci d'avoir choisi. Parce que finalement, il respire dans tous les pores de l'agir public que nous avons mis en œuvre depuis une trentaine d'années, progressivement par essai-erreur. Elle est déjà au cœur du pacte civique que nous avons essayé de décliner localement, le pacte civique que nous avons coélaboré avec quelques-uns au niveau national, avec Jean-Baptiste Defoucault et d'autres. Et à mon avis, les partis politiques, y compris Place Publique, gagneraient à réfléchir à ce pacte civique. Il est d'une grande modestie, totalement subversif. Il dit qu'au fond, nous avons tous intérêt à construire des sociétés créatrices de sens, et donc des villes créatrices de sens qui manquent tellement en politique, créatrices de sobriété, pas seulement énergétique, mais dans le rapport au pouvoir, créatrices de justice. Quand on procède au tirage au sort pour choisir les candidats pour remplacer le personnel communal, les gens ont la banane. Ils ne demandent pas grand-chose, les gens. Ils demandent juste l'égalité, pas de clientélisme, pas d'opacité, l'égalité de chance, pas seulement de discours des 8 mai et 11 novembre, mais dans la réalité de tous les jours. Et créatrice aussi de fraternité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et au fond, ce qui est subversif, c'est de dire d'entrée de jeu, on n'est pas des magiciens. Et que pour changer profondément les choses dans notre pays, il faut à la fois les politiques, des décisions courageuses, fortes de transformation, les organisations, à la fois les syndicats, les associations, combien l'APA amène dans la transformation quotidienne de nos gens, et mais en même temps les citoyens. Et donc ça change complètement le rôle de l'élu. Il ne sera pas simplement pourvoyeur, mais catalyseur de tout cela. Et puis c'est pendant aussi aux états généraux permanents de la démocratie que nous avons lancé en 2004, qui dit qu'au fond, chaque personne est douée de citoyenneté. Mais moi, je pense profondément que ce n'est pas seulement des instincts solidaires. Je pense que c'est culturel. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et s'il y a bien un rôle des élus, c'est de mettre les gens en situation d'être copropriétaires de l'intérêt général. Elle est habitée aussi, cette entraide, dans ce lieu dédié aux pratiques démocratiques. C'est-à-dire à une fabrique de co-responsabilité. Elle est aussi constituée de ce que j'appelle la démocratie construction. Je voudrais y rester quelques instants, qui est potentiellement une démocratie de fraternité. Par deux aspects, elle est édifiante, elle est implicative. Édifiante, ça veut dire que chaque fois qu'on met en œuvre un agenda, un projet, on ouvre une séquence démocratique. Et la pierre angulaire de la décision, ce sont les conseils participatifs qui réunissent de plein pied toutes les ressources de sens. Moi, je ne crois pas à la démocratie, à la queue leu-leu. D'abord les citoyens, puis les techniciens, puis les politiques. Mais de plein pied, tous réunis pour construire du compromis dynamique. Eh bien, dans cette construction, il y a une valeur qui est ignorée en France, qui est celle de fertiliser les points de vue différents plutôt que de se complaire dans les affrontements stériles et souvent artificiels. Eh bien, dans cette fertilisation, dans la capacité de construire du commun, qui n'est pas l'addition des envies, la sommation des égoïsmes, dans la coproduction de l'intérêt général, dans le fait de susciter de l'intelligence collective, eh bien, l'entraide est au cœur de ces processus de transformation. Quand je dis édifiante, je dis aussi implicative. Au fond, il faut sortir de cette relation absolument incroyablement infantile entre les élus fournisseurs et les habitants consommateurs, entre les élus magiciens et les habitants clients. Et pour sortir de cela, il faut que dans notre projet politique, il y ait en permanence la capacité de susciter, d'impulser, d'encourager le pouvoir d'agir des citoyens. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons mis en œuvre, avec les États généraux en 2004, un fonds d'initiative citoyenne qui est un peu le précurseur du budget participatif. Entre nous, budget participatif qui est bien souvent l'arbre qui cache la forêt. J'ai entendu l'autre jour à la télé un maire qui mettait 120 000 euros pour un budget participatif sur un budget de 10 millions d'euros. C'est du foutage de gueule. C'est en fait récupération du budget de démocratie participative à toutes les sauces. Franchement, ça me sort par tous les trous. Et c'est inacceptable. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on suscite véritablement un souci de démocratie construction qui soit implicative, qui nous permette, nous, de prendre la distance par rapport à notre pouvoir, de considérer qu'on n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Et donc, ce fonds d'initiative citoyenne s'est traduit dans notre commune par 3-4 choses intéressantes. Les sheds, on va y manger tout à l'heure, pour ceux qui pourront rester. Eh bien, les sheds, c'est un projet éco-citoyen qui a interpellé l'équipe municipale. Est-ce que la ville, vous acceptez de nous aider pour construire un restaurant bio avec un concert, une salle de concert,
avec un bout de terrain pour l'éducation à la permaculture, les chèdes qui sont aujourd'hui le foyer d'ailleurs de la contestation écologique, et je m'en réjouis, eh bien on a dit oui, parce que nous avons cru à cette association, et les chèdes, c'est cette convergence entre une initiative citoyenne et la volonté politique, tout simplement d'accompagner. On n'est pas à la signature, on est juste dans la coproduction. Je pense aussi au bâtiment communal qu'on a mis à disposition d'un EcoFab Lab qui s'appelle le FALA, le faire avec les autres. C'est absolument magnifique. Et donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand la soirée la plus belle de l'année, c'est la soirée de l'engagement qui réunit 500 personnes qui sont engagées au cœur de la ville associative, dans les conseils participatifs, dans les séquences démocratiques. Que la journée la plus belle, cher Fabien Jourdan, c'est la journée citoyenne dont il parlera sans doute tout à l'heure. C'est les vœux les plus chaleureux, c'est plus les vœux du maire que je faisais jusqu'en 2011, c'est les vœux de Kingersheim, on se serre la louche tranquillement entre nous de plein pied. C'est les inaugurations les plus belles, c'est pas les coupées de ruban, c'est les temps d'appropriation par les habitants. Bref, c'est de mettre les gens de plein pied pour construire ensemble de la fraternité. Je pourrais parler aussi de l'entraide dans la démarche de solidarité, mais certainement d'autres en parleront mieux que moi, ou dans la métamorphose climatique. Il n'y a pas de réussite de la métamorphose climatique sans le « je fais, tu fais, nous faisons ». Nous devons tous être à la fois des colibris et les puissances publiques des canadaires, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour éteindre l'incendie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout cela est possible, très, très clairement, d'où l'importance du sens de l'engagement dans la vie publique. C'est qu'on a une conception exigeante et transformatrice des territoires et de l'espace public. Le territoire n'est pas seulement un espace à conquérir, c'est un espace à transformer. Et je crois profondément que les transformations en profondeur se feront ici et maintenant dans nos territoires vécus. Je crois aussi, comme Hannah Arendt, que l'espace public est un lieu d'excellence humaine. C'est-à-dire on met la barre très haut. Et donc on n'est pas simplement des gestionnaires, des flatteurs d'opinion, mais des gens courageux, avec les gens, de changer les choses. Et donc c'est l'invitation permanente à l'universalité et la coopération. Et je voudrais citer deux grands auteurs qui m'inspirent en permanence à la Maison de citoyenneté, celle de Pierre Mendès France, qui était un grand homme d'État, la preuve, il a duré que 7 mois. Il disait que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. Il y a toujours une part d'universalité dans la citoyenneté et dans l'entraide. Et puis, Hannah Arendt, excusez-moi, mes collègues, je la cite souvent, le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Eh bien, l'entraide, c'est à la fois l'utopie, la promesse, la pâte d'une démocratie transformatrice. Merci beaucoup. Donc la dernière intervention de ce premier tour de table, et puis après on aura une discussion. Luc Broussy. Bon, je ne vous remercie pas, je remercie personne pour répondre au cahier des charges de Laurent Geoffrin. Moi, je vais aborder ce sujet par le prisme qui m'a été demandé, celui de la question du vieillissement démographique, de l'allongement de la durée de la vie. D'abord pour dire à quel point aussi cette question nous permet de revisiter les thèmes classiques de la protection sociale. D'abord parce que c'est une révolution qui est devant nous, c'est un nouveau risque social sur lequel on va pouvoir peut-être appliquer toute une série des éléments qu'on vient de dire là. C'est un nouveau risque social parce que le XXe siècle aura été celui de l'allongement de la durée de la vie, celui du XXIe siècle, ce sera la massification du grand vieillissement. L'immense majorité d'entre nous vivront au-delà de 85 ans, au-delà de 80 ans, et donc ce qui était un phénomène émergent au XXe siècle sera un phénomène massif dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Donc c'est finalement, à côté de la retraite, de la maladie, un nouveau risque social qui est encore largement à inventer. On ne pourra pas dire avant c'était mieux. Avant, les vieux dans ce pays, c'était, on idéalise parfois les choses, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la vieillesse rimait avec la pauvreté. La vieillesse rimait avec le mal-logement, avec l'isolement. C'est le rapport Larocque qui dénonce ça et qui lance ce cri d'alarme au début des années 60. On ne pourra pas forcément dire aussi ailleurs c'est mieux. On oublie toujours, un peu trop souvent, quand on parle du vieillissement comme une espèce de catastrophe potentielle, qu'aujourd'hui, dans un pays comme Sierra Leone, l'espérance de vie est de 52 ans. C'est-à-dire
le niveau d'espérance de vie en France en 1905-1910. Voilà, donc c'était pas forcément mieux avant, c'est pas forcément mieux ailleurs, et ça nous permet peut-être de ne pas sacraliser ni le passé ni l'ailleurs. On parlait tout à l'heure de l'entraide et du marché, comme si les deux s'opposaient. Moi, je voudrais dire aussi à quel point il y a plusieurs formes de solidarité qui se font compétition dans notre pays. On a une solidarité, et ça s'applique particulièrement à notre question du vieillissement, une solidarité de proximité. Une solidarité, hier, à la table, nous avions un vice-président de conseil départemental. Une partie du risque social est prise en charge par des collectivités locales, par finalement la survivance de ce qu'on appelait l'assistance. C'est l'aide sociale. Bon. Et puis on a le modèle de protection sociale au sens protection sociale nationale, risque de sécurité sociale. On a encore ce débat-là. Et ce débat, on l'a notamment sur la question du vieillissement. Et c'est autour de ce débat que l'indécision publique se voit depuis une vingtaine d'années. On n'arrive pas sur la question de ce risque vieillesse, de ce risque dépendance, eh bien de choisir au fond entre une solidarité parfois un peu au rabais, une solidarité locale, une solidarité qui, par exemple, récupère sur succession, vous donne une aide, mais la récupère sur la succession. Et puis d'autres risques dont on a décidé collectivement qu'ils étaient des risques de solidarité nationale. Voilà. On est au cœur, par exemple, avec quelque chose, une maladie, qu'on appelle maladie d'ailleurs, la maladie d'Alzheimer. La maladie, c'est une maladie ou c'est pas une maladie? Si c'était une maladie, ça devrait être prise en charge comme n'importe quelle autre maladie par l'assurance maladie. Et là, on ne se pose pas la question de recours sous succession. On ne se pose pas la question de savoir quels sont vos revenus. Vous êtes remboursé. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui sont atteintes de la maladie Alzheimer vivent en maison de retraite ou chez elles et reçoivent une aide, qui est une aide sociale, une aide départementale, qui est conditionnée aux revenus que vous avez. Donc, vous voyez, en fonction du champ de solidarité nationale, protection sociale, solidarité locale, eh bien, on n'a pas les mêmes protections. Et sur la question du vieillissement notamment, on est à la veille d'une loi qu'on annonce en 2020, toujours dans ce débat entre ces différentes formes de solidarité. De la même façon que il y a une aide naturelle, une aide professionnelle, et que là aussi, c'est les débats qu'on a tous les jours entre... C'est un des risques sur lesquels on appelle encore la solidarité familiale, toujours à la rescousse. Pour certains, on la souhaite naturelle, et pour d'autres, on estime qu'elle doit venir au-delà de l'aide professionnelle. Au-delà de l'entraide, il y a la question de la bienveillance. Moi, je suis frappé de voir à quel point, là aussi, on va être confronté à une adaptation de la société au vieillissement dans lequel l'ensemble des acteurs sociaux vont être impliqués. Les élus, évidemment, mais l'ensemble des acteurs sociaux de manière générale. Et plutôt que l'entraide, la question, le mot de la bienveillance, peut-être intègre une notion collective, une notion où ensemble, il nous faut réfléchir à la façon dont on va ensemble prendre en charge demain cette question du vieillissement. Un maire, aujourd'hui, à quelques mois des élections municipales, ne peut pas ne pas se poser la question de savoir, par exemple, comment collectivement on va débattre de l'adaptation de la ville au vieillissement. Là, il ne s'agit pas de l'entraide, il s'agit de cette bienveillance qui consiste à savoir comment, demain, on va, lors de votre prochain marché public, mettre en place d'immobilier urbain qui soit adapté à des personnes de plus en plus fragiles. Comment la ville va devenir le théâtre de cette bienveillance qui là encore dépasse l'entraide, mais qui est au fond une définition des politiques publiques qui permettent d'anticiper ces phénomènes de vieillissement et qui mettent en jeu l'ensemble des acteurs locaux. Il y a aussi une entraide qui peut être assumée. C'est l'entraide des bénévoles qui décident, comme dans le réseau APA, de consacrer une partie de leur temps, une partie de leur vie aux autres. Et puis il y a aussi, quand même, il faut le dire, l'entraide est un peu contrainte. Aujourd'hui, il y a des assignés à l'entraide. Il y a des invisibles de la solidarité. Et à un moment donné, il faut, au-delà
des bons sentiments, voir aujourd'hui que ceux qui aident les personnes fragiles sont souvent elles-mêmes des personnes fragiles. Aujourd'hui, et les professionnels ici le savent bien, celles qui sont assignées à cette solidarité-là sont souvent des femmes, sont souvent pour ce qui concerne les salariés, des femmes de familles monoparentales, sont souvent des femmes qui gagnent le SMIC, voire moins que le SMIC, sont souvent des temps partiels subis plutôt que souhaités, sont souvent, et de plus souvent dans les métropoles, des femmes d'origine étrangère. Donc l'entraide, c'est bien quand elle est assumée, c'est un petit peu moins bien quand elle est contrainte, et il ne faudrait pas que cette entraide, cette bienveillance, eh bien, repose de manière comme ça injuste sur une partie seulement de la population. Et puis on aura aussi à un moment donné l'entraide vue par la nouvelle génération. Moi je suis toujours frappé de voir à quel point la question du vieillissement va être aujourd'hui maintenant traitée par cette fameuse génération des baby boomers. La question du vieillissement, on en parle aujourd'hui, mais la réalité du véritable défi démographique arrive en 2030 lorsque la génération du baby-boom, celle qui est née à partir de 1945, eh bien, atteindra l'âge de 85 ans. 1945 plus 85 égale 2030. Donc on a une dizaine d'années encore. Pour l'instant, les coupes démographiques, en réalité, ne sont pas si accentuées que ça. C'est vraiment dans une dizaine d'années que le phénomène va être massif. Mais là, on va avoir face à nous une génération qui est de la génération de l'après-guerre, la génération du baby-boom, la génération qui avait 22, 23 ans en mai 68, la génération qui a eu l'habitude, comment dire, de cultiver son autonomie, sa liberté, le bonheur si je veux. Je vous donne une anecdote, mais le PDG d'un grand groupe de maisons de retraite privées vient d'être nommé, c'est l'ancien directeur général du Club Med. J'ai trouvé ça assez cocasse de passer du Club Med, le bonheur si je veux, à un grand groupe d'EHPAD, la vieillesse si je veux. Et donc, mais j'ai trouvé que culturellement c'est assez illustratif de cette évolution, c'est que nous allons avoir aussi des personnes qui vont préparer leur vieillissement avec des clés de lecture complètement différentes, des réflexes complètement différents, et notamment, c'était dit tout à l'heure, notamment en introduction, parce qu'on va de plus en plus privilégier l'usage à la propriété, que de plus en plus on va vouloir maîtriser son destin, et que cette génération-là va peut-être moins attendre de l'État, mais va peut-être essayer de mettre en place des outils pour avancer ensemble, pour construire ensemble leur propre vieillesse, leur propre avenir. Et donc, l'entraide est probablement un projet de société essentiel. Moi, je pense que si on parle de projet politique, je préfère effectivement, comme ça a été dit, y remettre les termes de fraternité, y remettre les termes de solidarité, là encore, en faisant en sorte que ces solidarités-là soient réinventées, mais restent des solidarités nationales au détriment uniquement de la bonne volonté de quelques-uns, pour certains de manière volontaire, pour l'autre de manière assignée. Et au fond, pourquoi réinventer les mots? Ceux de solidarité et de fraternité me paraissent adaptés aux défis, y compris du vieillissement. Merci beaucoup. Autour de midi, on passera la parole à la salle. Moi, j'ai une question à vous poser, une question qui est très politique. Il y a une force politique qui n'est pas représentée à cette tribune et qui tient un discours de solidarité, mais un discours de solidarité nationale ou nationaliste. Ça consiste à dire, dès lors qu'on est du même pays, de la même ethnie ou de la même nation, la solidarité naît spontanément. Et elle se double de quelque chose qui est très efficace, qui est de dire, et puis on se défend contre l'étranger, enfin les attaques venues d'ailleurs, que ce soit des attaques économiques, sociales ou migratoires, etc. Et donc ça crée un sentiment de solidarité. D'ailleurs, il y a des mouvements d'extrême droite qui s'appelaient solidaristes, ça existait. En quoi le discours qui est tenu aujourd'hui permet de contrer celui du, entre guillemets, national-populisme? Qui veut répondre à cette question
toute simple. Non, moi, je vais répondre très rapidement, donc certainement pas assez. À partir du moment où vous posez une solidarité, vous posez un modèle économique de cette solidarité et vous posez la question des valeurs qui sont en sous-bassement de cette solidarité, et donc nécessairement vous allez sur la question de la territorialité et de la communauté de valeurs. Il s'avère que historiquement, ça a été porté par la question de l'État. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de se faire chipper le ballon par les nationalistes au sens, comment dire, d'extrême droite. La nation et l'État-nation est une structuration commune. Et c'est d'ailleurs un souci. C'est un souci et en même temps une grandeur, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas totalement faire une solidarité qui, par ailleurs, à un État-nation qui est bouleversé par des mouvements migratoires nouveaux et d'une ampleur inédite, et aussi avec des gouvernances un peu particulières, puisque nous sommes insérés, nous en tout cas France, dans un autre grand ensemble qui s'appelle l'Europe, etc. Et que donc, oui, très clairement, ben voilà, nous avons à penser ces nouvelles géométries, comment nous allons faire, parce que nécessairement, une solidarité travaille avec une notion de dedans et dehors, malgré tout. Donc en revanche, que ce dedans et ce dehors soient le plus équitable possible et soit le moins xénophobe possible, etc., parce que ce sont des valeurs qui ne nous intéressent pas, mais il n'empêche que la question de qu'est-ce qui fait communauté et jusqu'où ça fait communauté, nécessairement, c'est là. En revanche, on voit que demain, on va pouvoir peut-être combiner et faire des combinaisons de solidarité entre les territoires, les régions, les nations, le transnational. Et c'est ça qu'on va inventer. On va inventer parce qu'aujourd'hui, les mobilités des hommes ne sont pas les mêmes. Leur sentiment d'appartenance, de bi-appartenance, ne serait-ce que français-européen, des choses comme ça, fait que, voilà, c'est ça que nous allons repenser. Mais en revanche, on n'enlèvera jamais, parce que c'est constitutif de la solidarité, ça renvoie à une question de la communauté. Alors cette communauté, elle peut être plus virtuelle qu'elle ne l'a été, mais elle est nécessairement posée et définie comme telle. Qui veut? Moi, je veux bien aussi. Enfin, pour tout dire, je suis à la place qui est la mienne aujourd'hui sur ces questions de financement des politiques pour l'autonomie. Je suis extrêmement préoccupée, inquiète par les conséquences du vieillissement de notre société française, disons-le, mais globalement de l'hémisphère nord, enfin, parce que c'est un phénomène qui est un phénomène planétaire que celui du vieillissement. Et en même temps qu'on observe ce phénomène absolument massif qui met sous tension toutes nos organisations sociétales, comment dirais-je, sociales, économiques, nous avons une demande, une aspiration de nos concitoyens à des réponses qui soient strictement personnalisées. Mais la tension sur ce point, elle est forte à un niveau que vous ne pouvez imaginer. Personne ne peut désormais imaginer une réponse qui ferait figure imposée de réponse. Quand on interroge nos concitoyens sur leur avenir et sur leur propre vieillissement, ils réfutent certaines de nos organisations sociales, et en particulier tous les sondages récents montrant, interrogeant les Français sur la manière dont ils voient leur propre vieillissement, nous disent tous la même chose: je veux rester chez moi, je refuse les réponses collectives, je veux qu'on réponde à qui je suis, je veux être un citoyen debout. Et franchement, on les comprend, il suffit de se poser la question pour soi-même. Si nous ne sommes pas capables, collectivement, d'opérer en protection sociale ce virage qui consiste à soutenir la solidarité nationale, en même temps qu'on répondra à la question de la réponse totalement personnalisée, là où vit la personne, comme elle vit, nécessairement, nous courrons le risque collectivement d'avoir des offres de type communautaire, pour ne pas dire communautariste, qui chercheront à faire concurrence, au fond, à nos organisations en solidarité nationale. Tenir la République debout
c'est réussir cette transformation de notre modèle de protection sociale. Mais j'en suis terriblement convaincue. Nous l'avons vu sur l'école. Nous l'avons vu sur l'école. Nous le voyons parfois sur la crèche. La République peut céder le pas. Avec l'effet du vieillissement, nous pouvons le voir dans nos réponses en soins et dans nos réponses en accompagnement de l'avancée en âge. Et ça, pour tout dire, là pour le coup, ce serait de mon point de vue la fin, au fond, de notre acception collective de la protection sociale et évidemment de toutes nos valeurs républicaines. C'est pour cela que la question de la réforme qui était pointée tout à l'heure, ça n'est pas à proprement parler une réforme, j'ai envie de dire en financement, bien sûr que si, elle est incontournable, mais c'est une réforme qui doit porter sur le sens. Et nous devons concilier, mais impérativement, le sens de la protection sociale et cette capacité, par ces mécanismes d'entraide qui sont fondateurs, en effet, de ce que doit être la réflexion sur cette transformation de la protection sociale, nous devons absolument concilier ce double engagement, cette double responsabilité, d'être capable d'amener la personne à formuler ses attentes, formuler ses préférences, comme elle est, là où elle est, sans aucune prescription, sans aucune forme de standardisation, en étant y compris capable de remettre en cause nos propres modèles économiques de production de réponses. Je ne suis pas tout à fait sûre, pour tout vous dire, qu'on ait pris la mesure de la nature de ces transformations. Ça touche l'hôpital, enfin, bref, l'ensemble de nos mécanismes de protection sociale. Je veux revenir à votre question, Laurent Geoffrin, sur finalement comment nous préservons notre modèle social, comment on le fait évoluer, et puis la crainte de l'étranger. Enfin, vous avez ce matin, on se réveille et on écoute la radio, la télé, qui nous annonce d'abord ce formidable forum. Bon. Et ensuite, une vraie hiérarchie de l'information. Et ensuite, la déclaration de Jean-Paul Delevoye, prise lors d'une réunion publique, je ne sais pas où, qui fait polémique, parce que il explique dans le détour d'une phrase, hein, j'imagine que sa soirée n'était pas consacrée à ça, mais qu'il explique quelque chose d'assez, au fond, classique, quand on lit ce genre de réflexion, c'est que si l'Europe veut maintenir sa population, son activité, il lui faudrait, dans les prochaines décennies, 50 millions de migrants supplémentaires. Là, on est en plein débat, puisque immédiatement, face à cette réflexion, qui est une réflexion au fond démographique, sur laquelle on peut réfléchir, la première réaction, le Rassemblement national, ah ben non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on vous l'avait bien dit. Sauf qu'il y a un Geoffrin allemand qui s'appelait Franz Schirmacher, qui était rédacteur en chef du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il n'a pas un très joli nom. Comment? Qui, en 2005, a, en Allemagne, publié un livre qui s'appelait Le réveil de Mathusalem. Parce que, évidemment, au Japon comme en Allemagne, le phénomène démographique est bien plus anticipé que nous. Il faut bien comprendre une chose, on ne vieillit pas de la même façon d'un pays à l'autre. Toute l'Europe de l'Est de l'Allemagne, enfin tout ce qui est à l'Est de l'Allemagne, est dans un vieillissement démographique, mais dans le contexte de population qui diminue. Nous sommes dans nous, Angleterre, Espagne, dans des pays où on vieillit, mais dans le cas d'une population qui augmente. C'est quand même pas la même chose. Donc nous, on ne se pose pas la même question sur le marché du travail, etc., que l'Allemagne le fait aujourd'hui. Et là où ça impacte aussi sur notre secteur, je veux dire en tout cas sur notre secteur médico-social, puisque le réseau APA est la puissance invitante, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui, notamment où je suis en région parisienne, mais je crois ailleurs, l'immense majorité maintenant des salariés dont je parlais tout à l'heure, ces oubliés, ces invisibles de la solidarité, sont d'origine étrangère, sont d'origine maghrébine, d'origine africaine, avec d'ailleurs des mixités parfois assez cocasses en EHPAD. Des dames très âgées qui n'ont pas toujours vécu avec des populations étrangères, qui se retrouvent aidées à la fin de leur vie par une jeune africaine, une jeune maghrébine. Voilà. Ça crée des situations de tolérance beaucoup plus que l'exclusion dans les EHPAD.
Mais je termine juste là-dessus en disant que le défi démographique en Europe, de cette vieille Europe, de ce vieux monde, évidemment qu'on va être confronté à ça. Et la question du vieillissement, la question démographique et la question finalement de notre capacité à intégrer des populations venues d'autres continents va être évidemment un défi majeur et un clivage probablement, sinon entre la gauche et la droite, en tout cas entre certains et d'autres. En fait, la question posée doit nous interroger sur comment de plus en plus de gens sont aujourd'hui séduits par une solidarité rabougrie, en fait. Et je donnais le témoignage de notre commune. Je dis de mes collègues élus, et les Kingersheimer le savent. Il se trouve que depuis 5 mandats, on a la confiance des habitants très très largement, plus près de 70% que de 60%. Et pourtant, dans le quartier qui vote le plus proche, en 2014, à 70% pour notre équipe municipale, c'est le quartier, peut-être est à proximité avec Mulhouse, qui vote le plus fortement pour le Front National aux élections nationales. Ce qui veut dire deux choses. Un, côté positif, et un échec. Côté positif, c'est que chaque gouvernement, qu'il soit local, régional, national, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, et associe les citoyens, on crée de la confiance. Quand Hollande dit que la finance est l'ennemi, son ennemi, et qu'il fait l'inverse, ça crée la colère. Je le dis parce que j'ai voté Hollande. L'échec, c'est que notre utopie d'une démocratie construction qui met en œuvre la bienveillance et les valeurs de fraternité, de co-construction, considérer qu'on n'a pas seulement la vérité, ne s'est pas transférée. Et moi, j'ai un vrai colère en moi, en fait, je vous le dis, parce que je pense que c'est tellement simple pour des partis politiques, et on le voit partout en Europe, d'instrumentaliser les peurs, d'instrumentaliser les injustices. Ils en ont rien à cirer du résultat. C'est juste une stratégie de conquête du pouvoir, et moi j'ai envie de hurler. Et donc, comment faire par rapport à ça? Il y a évidemment à rétablir la justice sociale. Il y a urgemment à réfléchir à un logiciel politique qui puisse apporter des réponses aux 3 urgences qui sont complètement liées, l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Il faut changer totalement de paradigme et il faut apporter une réponse consolidée, fertilisée entre les 3 sujets. Et puis, ça a été dit, on ne pourra pas être compris par les habitants si on ne part pas de leurs préoccupations. Il se trouve que l'an dernier, nous avons fait les rencontres en quartier, on essaie de modifier ce qu'on appelle les Olympiades de la démocratie pour donner envie aux gens de participer. Et on a fait les rencontres en quartier. Rien à voir avec les réunions de quartier qui sont pour moi des dénis de démocratie. Vous avez le politburo face aux habitants, relations fournisseurs-clients, enfin c'est juste le système à la con qu'il ne faut pas développer. Et donc rencontre en quartier, c'est dans tous les quartiers, table de discussion sur 2 thèmes. 3/4 d'heure sur dites ce qui ne va pas dans votre rue, dans votre quartier, mais aussi dans votre ville. Et c'est parfois difficile pour les gens de sortir de la rue. Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, à partir des post-it, table de discussion organisée, maître du temps, animateur, rapporteur par les habitants, à peu près 500 post-it qui disent en faux le cahier de doléances pour la ville. C'était 6 mois avant les Gilets jaunes. Cahier de doléances. Et en gros, il y a 15-16 préoccupations, dont l'insécurité routière, qui est vraie dans toutes les communes. Et on a travaillé d'ailleurs avec Laurent Riche après sur circulation pacifiée avec les habitants. Jamais donner l'impression aux habitants que nous sommes des magiciens à trouver des solutions à la place des gens. C'est une erreur fondamentale. C'est l'avoir l'individu consommateur et lecteur comme horizon, quand il faut avoir comme horizon le citoyen. Et donc la deuxième partie des rencontres à quartier, avec toujours le souci de dire il n'y a pas ce qui ne va pas, il y a un potentiel humain, humaniste, fraternel dans notre commune dont on ne parle jamais. Et la deuxième partie de la soirée, c'est dire que voilà, dites en quoi vous êtes acteur, bienfaiteur, récipiendaire de bienveillance dans votre ville. Silence dans la salle. Et les gens ont été tellement peu habitués à les interroger sur leur acte de bienveillance qu'ils ont commencé par dire ce qu'ils pensaient de bien de la ville. C'était plutôt pour le bien pour notre ego, mais ce n'était pas le sujet. Et en fait, il y a eu 375 post-it qui ont démontré des actes de bienveillance. Vous savez, moi, j'aime pas les voisins vigilants, hein, ça me sort... Non, les voisins bienveillants, ça me parle. Eh bien, les gens, progressivement, ont dit, ben voilà, moi, je m'occupe de mon voisin, etc. Et donc, je pense qu'il faut créer un climat de confiance au niveau local pour dire que la solidarité, c'est pas seulement un instinct, c'est une culture par laquelle nous gagnons les uns et les autres. Ça commence par le local, ça se poursuivra par le national et par l'Europe.
mais c'est partir des préoccupations des habitants, arrêter cette dimension condescendante, un peu technocratique, qui consiste à dire ce qu'il faut faire aux gens, ce que vous votez, c'est pas bien, partir modestement de leurs préoccupations pour construire avec eux, par un cheminement partagé, l'idée de construire du commun, c'est-à-dire de refonder la République. Donc, comme promis, nous allons passer la parole à la salle, mais j'ai déjà un volontaire qui souhaite s'exprimer, qui s'appelle Fabien Jordan, et donc qui préside la communauté de communes, c'est ça? D'agglomération, pardon. Si, c'est important. Voilà, bonjour tout le monde. J'ai bien compris ce qu'il faut faire et dire au début, donc je m'associe. Très impressionné par ce que j'ai entendu et très content d'être là pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que je suis à Kingersheim au lieu de la démocratie participative et que j'ai beaucoup appris ici. Dans un deuxième temps, c'est pour que je puisse un peu me présenter et parler de cette politique participative d'entraide que nous avons sur nos communes et sur notre agglomération. Troisième temps, c'est vous dire que la politique peut être vecteur de fraternité, et c'est ce que nous faisons. Me présenter dans un premier temps, pourquoi je fais de la politique d'ailleurs? Pourquoi je me suis engagé dans la politique? Je ne suis pas du tout prédestiné à faire de la politique. Je suis musicien, fier de l'être depuis tout petit, accordéoniste, comptable de formation, donc j'aime bien les chiffres, et je m'évade un peu dans les notes, donc je garde les pieds sur terre quand même avec les chiffres et les ratios. Et arrivé à la quarantaine, j'ai fait avec mon épouse, on avait la chance d'avoir 3 enfants, ma petite crise d'adolescence. Un peu tard, vous me direz, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et je me suis dit, tiens, moi, toujours dans ma vie, je voulais me sentir utile pour l'autre. Engagé dans le monde associatif, sapeur-pompier bénévole pendant 28 ans, j'ai toujours voulu faire pour l'autre. Et je trouvais que peut-être la politique ne faisait pas suffisamment pour l'autre. Et je me suis proposé, et du coup, j'ai été élu maire de ma commune, petite commune de 1200 habitants, et par habitude aussi vice-président d'une grande agglomération, celle de Mulhouse. Et à partir de là, je dis, quelle est ma première action? Ma première action, c'est de dire aux citoyens, ben moi, si je suis élu, je ne suis pas sachant. Je suis juste là pour permettre que vous soyez... voilà, mesdames, merci, je vois un petit mot. Ça n'a rien à voir avec vous, ne vous inquiétez pas. D'accord. Peut-être côté musicien. Non, ça a à voir avec l'horaire des chemins de fer. Et voilà, me sentir utile pour la collectivité et dire que c'est pas parce qu'on est élu qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est parce qu'on est élu qu'on se met à la disposition de nos populations et comment je vais le faire. Ben, je dis, moi, je veux pas du tout d'une population de consommateurs, je veux des acteurs. Et nous devons être les facilitateurs. Avec l'APA, avec nos partenaires économiques, avec tous ceux qui s'engagent pour la société, nous devons, nous, créer ces passerelles qui permettent d'effacer ces clivages, ces silos qu'on nous construit en mettant les personnes âgées, les jeunes, les handicapés, les gens en souffrance, les gens de communautés différentes, en mettant tout le monde ensemble, de vivre ensemble. Tout le monde en parle, ça paraît assez simple à réaliser, mais dans le fond, c'est assez difficile. Ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est ça le rôle de nous, les élus. Le rôle des élus, c'est de mettre les gens en contact, permettre à tout le monde de s'exprimer, permettre à tout le monde de se connaître. Quand on se connaît, on se valorise. Valoriser les gens, leur dire que nous, on est à votre disposition. On a besoin de vous. On n'est pas là pour vous donner des leçons. On est là pour vous écouter, pour vous entendre et pour faciliter, utiliser cette intelligence collective qui est autour de nous. Et c'est comme ça que j'ai créé cette journée citoyenne qui aujourd'hui est répandue sur 2000 villes en France et qui dit une chose très simple. C'est un état d'esprit. C'est de dire que tous ensemble, nous pouvons être plus forts. Tous ensemble, nous pouvons nous aider les uns les autres. On ne vieillit pas aujourd'hui comme on vieillit il y a 40 ans et comme on va vieillir dans 40 ans. Il faut s'adapter. Il faut être dans l'écoute, dans la proximité et dans la réponse. Et c'est ça, la politique d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous avons construit une intercommunalité avec Joe, avec tout le monde, avec tous les élus, avec la société civile. Aujourd'hui, la société civile, par le Conseil du développement, participe à toutes nos décisions politiques. Toutes. Nos partenaires aussi.
Nous n'allons pas nous dire à vous ce qu'il faut faire, mais ensemble, nous allons construire. C'était juste un respect mutuel. Et ça crée cette confiance. Parce que s'il y a un dénominateur commun dans toutes les discussions de ce matin, c'est créer la confiance et la fierté d'appartenir. La fierté d'appartenir à un quartier, à une ville, à une famille, à un pays, à une région. Et lorsque vous réussissez ça, vous avez réussi le bien vivre ensemble. Donc, ça paraît aussi simple, mais dans la société dans laquelle nous sommes, c'est des fois très compliqué. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui souhaite poser une question, intervenir sur tous ces sujets? Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. On a beaucoup parlé de fraternité, qui pour moi est une chose importante aussi au vu de ma situation. Je me pose quand même une question. Madame Fleury, qui est malheureusement repartie, parlait de quantifier, de mesurer. S'il faut mesurer la fraternité, m'évoque une réflexion, je ne sais plus qui l'avait faite, c'est possible que ça ait été René Girard, qui disait, réflexion qui disait, trop de fraternité tue la fraternité. Et chose que je voudrais mettre en relation avec ça, M. Spiegel citait Hannah Arendt. Il me semble que Hannah Arendt faisait plutôt l'éloge de l'amitié que de la fraternité, qui allait aussi dans ce sens que pour elle aussi, trop de fraternité tuait la fraternité au vu de ce qu'elle avait vécu comme expérience des deux totalitarismes qui ont marqué le XXe siècle. Il me semble par ailleurs, comme nous sommes près de la frontière suisse, je ne sais plus, il me semble que c'est à Bâle, il y a un monument à l'honneur de l'entraide entre les Strasbourgeois et les Bâlois au Moyen-Âge, où on fait sur un des côtés de ce monument aussi l'éloge plutôt de l'amitié que de la fraternité. Alors j'aimerais bien avoir vos réactions à ce sujet sur la fraternité, mais aussi sur un regard critique sur celle-ci, au sens où trop de fraternité peut la tuer. Alors, je ne sais pas trop ce que veut dire trop de fraternité, mais vous pouvez sans doute l'exprimer et puis on pourra en discuter tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment que la fraternité, c'est en même temps la distance avec soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de totalitarisme, de bienveillance, c'est aussi la distance par rapport à soi-même. Et si la fraternité tue la singularité, alors je suis pas pour la fraternité. Je pense que l'idée, c'est qu'au fond, on a deux pôles qui doivent s'émanciper. Le pôle de la personne singulière, unique au monde. Pour moi, je crois que c'est fondamental. C'est d'ailleurs la base, pour moi, de l'égalité de chance. Et la dimension de communalité dont parle Pierre Rosanvallon. C'est-à-dire qu'au fond, il y a à la fois la singularité et la communalité. Et pour réussir la synthèse des deux, il y a la réciprocité. Et dans cette dimension-là, je vois cette notion de fraternité, c'est-à-dire la capacité de dépasser quant à soi, une forme de transcendance républicaine. Je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui. Et la capacité de construire du commun. Pour tout dire, en fait, après 30 ans d'engagement dans la vie politique, je ne crois pas à des trucs qui viennent d'en haut. Je pense qu'il y a un double mouvement de l'intérieur, et je crois à cette dimension spirituelle d'intériorité, et à une dimension de partage à l'extérieur. Et au fond, l'utopie qui était la nôtre, et les conseils participatifs, c'est de solliciter des gens le meilleur de soi-même pour construire du commun. Je ne pense pas qu'on puisse construire du commun si on ne sollicite pas le meilleur de soi-même. C'est évidemment excessivement subversif ce que je dis là, parce que ça aide pas les partis politiques, parce que les partis politiques ont besoin de clivage, de différenciation, même s'il y a des sensibilités et qu'il y a des clivages possibles. Mais au fond, quelque part, dans les conseils participatifs, quand on demande de gens de faire en sorte qu'on n'a pas sa propre vérité, mais qu'on la construit ensemble, c'est un cheminement partagé qui grandit, en fait, qui nous fait grandir. Voilà, c'est ce que je voulais répondre à votre question. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a. Bonjour. Bonjour. Alors, il a été exprimé plusieurs fois que la solidarité, c'était d'abord une affaire locale. Et M. Spiegel a expliqué quelles étaient les actions concrètes qui étaient réalisées sur Kingersheim. M. Broussy a évoqué les évolutions structurelles de la société, qui fait qu'on a aussi besoin d'un accompagnement au niveau national pour ces évolutions.
Et ma question, c'est comment on concilie un peu ces aspects locaux très importants et puis l'action au niveau national. C'est une des difficultés qui à la fois est devant nous quand on parle de ce débat sur la prise en charge du grand âge. À la fois, tout le monde est demandeur d'égalité. Plus personne ne supporte que pour un même État, dans une même situation, pour des mêmes revenus, on puisse percevoir des aides qui évoluent de 20, 30, 40% d'un département à l'autre. Et puis en même temps, tout le monde est demandeur de sur-mesure. Tout le monde veut, et je vois bien que dans les politiques sociales aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, il y a un mot qui devient évidemment essentiel, c'est le territoire. La solidarité, elle s'exerce entre gens qui vivent les mêmes situations sur un même territoire. Donc on a cette dichotomie entre cette volonté d'égalité, qui ne peut être assumée et assurée que par l'État, ou la sécurité sociale, enfin l'État en tout cas, et puis cette volonté de personnalisation, d'adaptation au territoire, au plus près de chacun des citoyens, et ça c'est une action qui, par définition, est locale. Et donc il y a des sujets qui peuvent bien s'articuler, et puis d'autres un peu moins. Et donc toutes les questions qui sont devant nous, qui sont des questions de politique publique sur la prise en charge de l'indépendance demain, puisque une fois de plus, ça ne se pose pas pour l'assurance maladie, ça ne se pose pas pour les retraites, si, d'une certaine manière, mais en tout cas, ce n'est pas une question territoriale. Par contre, pour la dépendance, qui est un risque en construction, eh bien, c'est des questions qu'on se repose à nouveau. Faut-il un cinquième risque, un risque national, comme l'assurance maladie, ou bien faut-il au contraire laisser la main aux autorités locales? Or, aujourd'hui, ce sont en grande partie les départements qui gèrent ce risque. Et évidemment, l'avantage, c'est la proximité. L'inconvénient, c'est les inégalités départementales qui sont devenues, pour nos concitoyens, assez insupportables. D'autant que, sur la question du vieillissement, d'abord, on est appelé à aller d'un département à l'autre. Parfois, les enfants n'habitent pas dans le même département que les parents, donc on les voit, les inégalités. Voilà, donc et c'est ce qui crée aussi aujourd'hui de la tension. J'ai été élu jusqu'à il y a peu de temps, départementaux, j'étais vice-président d'un conseil général, donc je l'ai vécu ça, je l'ai vécu la nécessité d'avoir une action locale, et puis en même temps aujourd'hui vous voyez bien les contraintes financières qui pèsent sur sur les collectivités locales, qu'elles soient communales, agglo, départements, et donc tous les débats que vous voyez depuis 2 ans entre l'État et les collectivités locales autour de l'autonomie financière, évidemment, on est au cœur, y compris de ces débats-là. Jusqu'où laisse-t-on les collectivités, villes, métropoles, départements, leur laisse-t-on suffisamment de respiration financière pour pouvoir avoir des politiques locales dédiées. Et puis en même temps, comment ces politiques locales dédiées ne sont pas différentes d'un point à un autre du territoire. Donc, en posant la question autrement, j'y ai toujours pas répondu, mais en tout cas, la question était la bonne. Je vais bien rajouter un mot en ce qui concerne la solidarité sur les territoires et sur l'agglomération de Mulhouse. On a 2 objectifs principaux, c'est l'attractivité du territoire et l'autre c'est la solidarité du territoire. Et la solidarité du territoire, ça se construit tous ensemble. C'est dans sa gouvernance, dans le fait d'une appropriation de son territoire et le fait de permettre de porter ensemble, et pas à la place d'eux. On parlait tout à l'heure de région, de la loi NOTRe, de toutes ces réglementations qui veulent que l'un se substitue à l'autre. Et nous ne pensons pas que ça, c'est la vraie définition du territoire. Un territoire comme l'agglomération de Mulhouse, c'est une agglomération qui porte avec toutes les communes un esprit de solidarité, permettant à tout le monde d'avoir des compétences. Admettons, je peux prendre dans la petite enfance, le périscolaire. Nous sommes, par exemple, sur l'agglomération de Mulhouse, la seule intercommunalité de cette taille-là à avoir comme compétence le périscolaire, la petite enfance.
parce que nous estimons que ça, c'est un vrai signe de solidarité et d'entraide entre les communes, permettre à la jeunesse, l'enfance de se développer chez nous sur le territoire d'une même manière d'une commune à l'autre, parce que les richesses, vous le savez très bien, ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre. Et justement, nous devons être ce facilitateur, celui qui permet à tout le monde de grandir dans un même territoire. Et donc, c'est comme ça que nous avançons avec nos partenaires pour que nous ayons cette identité-là et cette solidarité du territoire que nous devons construire, comme ça a été dit, en proximité. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Monsieur, là-bas. Oui. Je suis très heureux puisque j'ai appris par un faire-part de décès initialement que le néolibéralisme était mort ou en train de mourir. Ce qui n'est pas en train de mourir, c'est la novlangue néolibérale, dont j'ai perçu quand même quelques traces dans le débat, ne serait-ce que l'évocation de l'opposition, enfin pas l'opposition, mais la distinction entre les blouses blanches et les opérateurs de magie. Ma question, il y en aurait plein, mais précisément, je fais écho à des allusions qu'a faites M. Broussy, et en posant la question suivante. Dans cette nécessité que je ressens aussi, hein, d'un volontariat, d'une entraide, d'une solidarité, d'une opération de magie, etc. Je ne suis pas que dans la plaisanterie. Dans l'état actuel des choses de la société, et probablement même l'espace d'une génération, parce que ça ne change pas comme ça. Qui opère la magie pour l'essentiel, et qui l'opérera? Ma femme, ma fille, ma nièce, ma cousine, ma bru, bref, à 80% des femmes et aussi des femmes. Alors, deux questions. Est-ce que ça pose problème? Et deuxième question, comment on fait si on trouve que ça pose problème? Alors, soit on rêve et on pense à légiférer, on va obliger à la solidarité, je n'ai pas de commentaire à faire, ou à l'éducation. Et c'est toujours la même chanson, qu'on débatte sur la délinquance, sur l'échec scolaire, sur tout ce que vous voulez. Même si on veut l'ignorer, il y a quand même la nécessité de ramener à l'éducation. Alors comment on fait? Comment la puissance publique, la société, va faire en sorte que l'éducation aille vers plus de partage, notamment dans ces formes de solidarité, déjà, pas seulement entre le local et le national, etc., entre les hommes et les femmes. Comment on fait? Alors, est-ce que l'un de vous veut répondre? Moi, je ne veux pas répondre sur les femmes. Hein. C'est une question très... Enfin, je n'ai pas très bien compris, mais j'ai une épouse, j'ai une petite fille qui est un grand amour. Donc, c'est vrai que les femmes dans ma vie, ça me parle, mais je n'ai pas tellement compris le sens de votre question. Je reviens plutôt sur la question de l'éducation. Vous répondrez? D'accord. D'accord. Mais je crois que mon voisin va répondre à cette question. Mais moi, je réponds à la question... Non, mais je ne suis pas magicien. Hein, Et parfois, je mets longtemps à comprendre quand on m'explique longtemps. Je vais quand même répondre sur la question de l'éducation. Vous avez raison, parce que je crois qu'on ne changera pas de paradigme démocratique si on ne change pas d'école, au fond. Et ça, c'est compliqué, parce que je suis enseignant à la retraite. C'est quand même compliqué de changer de paradigme. Moi, je pense qu'on est quand même, malgré tout, malgré la qualité des enseignants, dans un système éducatif qui est un système de compétition. Et je pense qu'il faut un courage politique vraiment fort pour que cette école devienne une école de la coopération. Et je prends souvent l'exemple le Danemark ou le Québec, et c'est pas pour rien que la démocratie est plus apaisée, parfois plus intelligente, où en fait la première priorité de l'école maternelle, c'est l'éducation aux habiletés sociales, c'est-à-dire à apprendre l'autre,
la différence, à apprendre à discuter. Et cette dimension-là, elle manque profondément. Quand on a mis en place le contrat local de sécurité avec Jean-Pierre Chevènement dans les années 2000, je trouvais que c'était bien parce que c'est mettre au cœur du dispositif la question de respect. Et en même temps, l'engagement de tous. Et j'avais proposé à l'inspection académique à ce que dans nos écoles du bassin potassique, on fixe de nouveaux objectifs. Mais juste pas possible. C'est pas possible. Ça fait pas partie du référentiel. Donc je suis un peu désespéré de voir que on est dans une situation où profondément la démocratie, la citoyenneté s'apprend à l'école et on n'est pas en capacité de changer de paradigme par rapport à ça. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a un autre élément qui paraît important dans l'idée d'une république plus sociale, plus démocratique, plus écologique, parce qu'évidemment tout ne viendra pas des élus, mais aussi des citoyens. Moi, je suis assez pour la généralisation, avec le pacte civique d'ailleurs, de services civiques, c'est-à-dire de permettre à des habitants, aux Français, de consacrer 6 mois, d'une manière pas unité capitalisable ou pas, à la question du bien commun. Je le dis parce que je suis outré de voir de certain nombre de comportements de mes compatriotes lorsqu'ils arrivent à la mairie, quand ils demandent les sacs jaunes, parce qu'on fait le tri sélectif abouti depuis 2001, et qu'ils viennent, ils demandent sac jaune, même pas bonjour. Même pas bonjour. Donc, dans 3 mois, j'arrête la politique, mais à la fois, je suis assez confiant, mais en même temps désespéré. Parce qu'il y a un phénomène qui se développe dans notre pays, on n'ose pas le dire, mais en réalité, c'est ça. C'est une forme de système dont Mounier disait déjà qui nous rend étrangers à nous-mêmes, étrangers aux autres. C'est l'individualisme. C'est-à-dire, moi d'abord, tout et tout de suite. Et donc, c'est vraiment subversif, le thème de l'entraide. Et il est temps qu'on prenne cette dimension à cœur et qu'on l'inscrive à la fois dans le processus de décision et dans nos processus d'implication. C'est-à-dire que notre chance, c'est d'être ensemble et de faire ensemble. C'est ça notre force. Je ne suis pas certain d'avoir mieux compris que la question, mais il y a quand même un point sur lequel je voulais revenir. Vous avez souligné, au fond, la question du rapport entre le soin, le care et les femmes. 80% des résidents de maisons de retraite sont des résidenteux. 65% des aidants naturels, des aidants familiaux, sont des femmes. L'épouse, la belle-fille, la fille. 92% des infirmières en EHPAD sont des femmes. 91% des aides-soignants sont des aides-soignanteux. On continue d'ailleurs à les appeler les aides-soignants. Là, pour le coup, le féminin n'emporte pas. Et je pourrais même aller plus loin. 90% des ministres en charge des personnes âgées depuis 20 ans sont des femmes. J'écrivais un article, puisqu'il m'arrive de le faire de temps en temps, là, sur le projet de loi Grand Âge. Il y a 6 candidats, députés En Marche, 6 candidats pour être rapporteurs du projet de loi. 6 femmes. Et on pourrait continuer comme ça. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Est-ce que, là encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est les femmes qui, culturellement, socialement, sont assignées à ces tâches? Oui, en grande partie. Et ça fait partie, parce que la vieillesse n'est pas une situation immuable. On a des cohortes générationnelles. Donc quand je disais que la génération des 68 arts va arriver un jour au seuil des EHPAD, peut-être qu'elle n'aura pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes réflexes. Mais en tout cas, là encore, une fois de plus, comme la question précédente, excusez-moi, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, cette question, cette thématique, elle est essentielle parce que c'est quand même pas normal que les batailles féministes ne se soient pas emparées encore de la vieillesse. On s'est emparé de sujets majeurs, les violences faites aux femmes encore la semaine dernière dans cette formidable manifestation nationale, évidemment la question de l'avortement et de la défense de sa liberté. La question de la vieillesse n'est pas devenue encore une question de féministe. Alors que j'attire votre attention aussi sur autre chose, l'explosion du nombre de divorces des plus de 60 ans. Eh bien, dans ce type de divorce, souvent, ce n'est pas les femmes qui s'en sortent le mieux. Et ce n'est pas toujours les femmes qui en sont, disons, à l'initiative. Donc la question de la vieillesse et la question du rôle et de la place des femmes, c'est une question qui est trop peu étudiée aujourd'hui. Et grâce à vous, monsieur, eh bien, on a pu collectivement y réfléchir. On arrive tout près du terme de cette discussion. Est-ce qu'il y a une dernière question que je peux prendre ?
Oui, je suis Jean-Luc Lemoine et je m'occupe de 5 associations dans le monde du handicap. Et j'aurais voulu poser une question à Madame Monchamp et Madame Fleury qui sont partis. Donc je pense que Monsieur Spiegel peut peut-être répondre à la place. Donc l'élément subversif dont vous parlez tout à l'heure, c'est une invitation à la réflexion. Quelles seraient les conditions à réunir, émergence d'une intelligence collective, d'un premier cercle de bienveillance pour garantir à la personne vulnérable protection et défense à vie, un pouvoir que les plus forts ne lui donnent jamais. Alors, ça, c'est la solidarité. C'est que nous sommes tous semblables et différents. C'est que nous sommes tous dans la République. Et qu'il faudra faire plus pour ceux qui sont en difficulté. C'est ce que nous assumons d'ailleurs à Kingersheim, puisque nous répondons aux exigences de l'État. Vous savez, l'État est prescripteur, mais il ne paye pas, notamment pour l'accès au handicap dans les bâtiments publics. Scrupuleusement, on a suivi ce plan. D'ailleurs, fait partie des communes, je crois, avec Bervillers, cher Fabien, à faire ce travail. Mais pour le reste, je pense qu'il faut avoir un regard, non pas condescendant, mais un regard républicain. C'est-à-dire qu'on est tous semblables et tous différents. Et à partir de là, tout doit se découler en matière de politique publique. Bon, vous pouvez applaudir. On arrive donc à la fin de la discussion, c'est l'heure. Merci à vous, merci aux dames, in absentia. Mais enfin, elles ont beaucoup contribué à la discussion, c'était très intéressant. Et merci à vous, public, et nous reprenons le cours de ces discussions à 14h.